Hello à tous mes loulous, c'est Nino on Air pour un deuxième épisode de la série des portraits concernant la campagne sur l'employabilité des jeunes avec CNV et UDTS. On se trouve à Pékin Taliboubès, près du marché syndicat. Are you ready pour mon deuxième profil? Je vais le recevoir. En fait, il va me recevoir au siège de l'UDTS. C'est parti, il va nous parler de syndicat, en quoi ça peut nous aider, quand tu as du travail, qu'est-ce que le syndicat peut faire pour toi quand on n'en a pas. Toutes ces questions, on va y répondre tout de suite avec lui. Yo lele yo lele yo. 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 Wah juban dëkkul fa mu jëm wax ju bon fa mu jugee la dëkk wax ju bon dëkkul fa mu jëm wax ju bon. Bonjour mes loulous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la campagne sur l'employabilité des jeunes avec CNV et UDTS. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Deuxième épisode, deuxième profil. Déjà, merci beaucoup d'avoir été nombreux, les feedbacks et tout, mais ne vous en faites pas, pour ce deuxième profil, vous allez être encore plus contents puisque on est reçu, c'est même pas moi qui vous reçois, hein, on est reçu au siège de l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, l'UDTS, ici à Pékin, Taliboubès, pas loin du marché syndicat. Mon deuxième profil s'appelle Adama Joe. Il est là avec moi. Hello Adama. Hello Nino. Anglais. Yeah. Ça va? I speak English, ça va bien? Speak English? Yeah. Oh, je suis Mais nag dama ci sori de. Adama, alors aujourd'hui tu nous reçois au siège de l'UDTS. Pourquoi tu as choisi ce lieu? Oh, merci beaucoup Nino, merci chers internautes. Ici on est à l'UDTS, l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, précisément au niveau de Pékin. Donc là c'est le siège des travailleurs de l'UDTS. Pourquoi ce siège? Ce siège symbolise un mur de lamentation des travailleurs. Ici on reçoit les travailleurs. Donc si les travailleurs ont des soucis dans leur emploi, dans la relation avec leurs employeurs, donc ils se retrouvent ici donc, pour trouver solution à leurs préoccupations. Donc c'est important d'être là et de parler de l'UDTS. En tout cas, moi, c'est la première fois que je mets mes pieds dans une centrale de syndicat. Et on va en parler tout à l'heure, justement, c'est quoi l'UDTS. Mais j'aimerais qu'on parle de toi, Adama. Qui es-tu? Moi, Adama. Bon, je suis Adama Diaw, je suis né à Nitch. Nitch, c'est un village qui se trouve dans le département de Dagana. C'est là où se trouve l'usine même qui alimente Dakar en eau potable, le lac de Guerre. Et également, vous vous souvenez, ou bien vous avez eu connaissance de l'histoire mythique de Talat et Nder. Bien sûr. C'est là, bon, les femmes de Nder, c'est là où je suis né. Bon, parlant de mes études, j'ai fait mes études primaires dans mon village, mes études secondaires dans un autre village qui s'appelle Rosbecho, avant d'aller au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis, où j'ai décroché mon baccalauréat. Et après, j'ai rejoint l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai eu une maîtrise en gestion des entreprises. Présentement, je travaille au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Waouh, quel parcours! Rosbecho, Dagana, Lac de Guerre. Ouais. Non, vraiment, machallah. Et justement, toi, tu as un travail. Comment tu as fait pour l'obtenir? Quels étaient les obstacles pour... Comment s'est passé ton parcours pour avoir ce travail? Effectivement, au Sénégal, il est très difficile donc d'être jeune et avoir un boulot. C'est vrai que c'est très compliqué. Bon, c'est vrai qu'après mes études, après les études universitaires, par exemple, vous voyez, au Sénégal, il est difficile d'avoir un boulot parce qu'on dit souvent qu'il y a une inadéquation entre l'offre de formation donc, et le travail qu'on nous sert au Sénégal. Mais Dieu a fait que, bon, après mes études, j'ai eu à faire pas mal de stages. D'abord, j'avais eu un stage au niveau donc, de la SAID à Saint-Louis. Après cela, j'étais également stagiaire dans un programme qui s'appelait vers des territoires moins émettrices de gaz à effet de serre et plus résistants au changement climatique. Donc, c'est un programme qu'on appelait programme TAC. Après cela, j'ai eu un stage au niveau donc, de la RTP. Donc, j'ai connu donc 3 stages. Après cela, Dieu a fait que bon, j'ai eu mon premier contrat au niveau de la ville de Pékin. Donc la ville de Pékin, j'avais un contrat avec le maire
qui m'a fait un contrat de 6 mois. Après ce contrat, Dieu a fait que bon, j'ai eu mon boulot et j'ai intégré la fonction publique. Et depuis 5 ans, donc je suis au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Waouh, quel parcours! 3 stages, un boulot, 5 ans après tu l'as pour en parler avec nous. Mais justement, tout à l'heure on a dit qui étais-tu, mais j'aimerais un peu que tu me dises, est-ce que ton éducation t'a préparé à cette adversité? Est-ce que comment est-ce que ton éducation, autant scolaire que familiale, a joué un rôle dans ça? Bon, c'est vrai que bon, au niveau du village, non, à bas âge, donc on nous inculque beaucoup des valeurs morales, c'est-à-dire le respect, la droiture, etc. Donc de savoir ses limites lorsqu'on vous donne quelque chose, que tu veilles à cela. Donc c'est des valeurs qu'on nous inculque nos parents, c'est-à-dire le respect, la droiture, donc toutes ces valeurs-là, c'est des choses qu'on nous inculque nos parents. Si on vous donne un boulot, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un travail. Donc si par chance tu fais partie des rares jeunes qui ont ce privilège, il faut tout faire pour le préserver, etc. etc. Donc ça fait partie de notre éducation, de la famille, à l'école, de la rue. Donc toutes ces valeurs-là font que, bon, une fois avoir un travail, on fait tout pour le préserver, donc pour le préserver et ne pas tomber sur beaucoup de jeunes qui à chaque fois ils ont quelque chose et demain ils se retrouvent dans la rue, licenciés, etc., etc. Donc tous ces problèmes-là, donc si on reçoit une bonne éducation en famille, donc Dieu peut nous préserver sur ces problèmes. En tout cas, la famille te permet déjà de maintenir ce boulot, ton éducation scolaire aussi. Et c'est pas évident, tu vois, il faut avoir aussi un mental touch. On a vu ton parcours, maîtrise en gestion, plusieurs stages, maintenant un boulot. Il y a plein de jeunes comme toi qui aujourd'hui ont des parcours même beaucoup plus, je ne vais pas dire atypiques, mais plus longs que toi, mais qui n'ont pas de travail. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, c'est très difficile pour les jeunes donc, de trouver du travail. C'est vrai qu'après même la maîtrise, moi je continue donc de me former parce que la maîtrise en gestion n'est pas une spécialité. Présentement, j'ai un master 2 en finance et gestion publique. Puisque je travaille dans le public, donc il est nécessaire donc, de continuer ma formation, d'être spécialisé dans des domaines où j'évolue. Donc ça, c'est important parce qu'on parle aujourd'hui de l'employabilité des jeunes. Ouais. C'est vrai. Il ne s'agit pas de faire des études très longues, des études académiques. J'ai beaucoup de promotionnaires, de collègues avec qui on partageait même l'université et je sais qu'ils étaient beaucoup plus même meilleurs dans les notes que moi. Et ils peinent à trouver maintenant du boulot. Donc ils peinent même de trouver un stage. Parfois même je reçois des appels des amis, des promotionnaires qui me demandent souvent, Diaw, si tu n'as pas vu un stage, si tu n'as pas vu un boulot pour moi, etc. Donc c'est frustrant, donc c'est écœurant de voir donc, ces jeunes-là qui sont dans ces situations. C'est pas du tout facile pour être jeune et avoir un boulot. C'est ça en fait. Adama, je pense que tu as utilisé aussi des mots essentiels, frustrant et écœurant, parce que tu te rends compte que tu as eu, au bout de 10 ans, tu es en train de rechercher des stages. C'est pas juste. Le milieu du travail en général dans le monde, c'est pas juste. On n'est pas dans un pays particulièrement qui met en avant les compétences. Donc, tu viens de parler de tes camarades d'école qui t'appellent pour des connexions. Et à part le chômage qu'on connaît, on sait aussi qu'il y a beaucoup de harmat, comme on dit aussi. Il y a des jeunes qui font des trucs à côté ou des sous-emplois. J'aime pas trop dire ça, mais c'est peut-être pas des emplois à la valeur de leurs compétences. Est-ce que tu en connais dans ton entourage? Et ce serait quoi un style de sous-emploi? Oui, bon, en fait, je connais beaucoup de jeunes. Bon, par exemple, tu as un niveau bac plus 4, tu as un niveau de master 2, mais on te propose donc des emplois précaires où tu ne peux pas donc refuser parce que tu en as besoin. Donc il y a beaucoup de situations comme ça. Les gens sont obligés même de ne pas divulguer la totalité de leur diplôme. Tu viens dans une structure, on te demande, tu dis que moi je n'ai que le bac, je n'ai que le bac pour être peut-être avoir un emploi 3 mois, 6 mois, parce que si tu montres tes compétences ou bien si tu montres véritablement l'identité de tes diplômes, bon, peut-être le boss ou bien le gars qui va te recruter ne sera pas du tout en faveur de toi. Donc tout ça, c'est des problèmes que rencontrent beaucoup de jeunes de ma génération. Ils ont
d'énormes difficultés pour être bien traités ou bien pour avoir même un travail décent. Donc le sous-emploi, comme tu viens de le dire, ça existe bel et bien au Sénégal. Il y a beaucoup de jeunes qui occupent des postes qui, je peux dire, qu'ils ne méritent pas, qu'ils ne devaient pas être là. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, mais ils n'ont pas la solution parce qu'ils ont des besoins à satisfaire. Ils ont déjà leur diplôme, ils ne peuvent pas continuer à travailler. Ce qui leur reste, c'est d'avoir un boulot, de trouver du job et de continuer leur vie. Donc, qu'est-ce que, par exemple, est-ce que tu peux nous donner, pour nos followers qui nous regardent, un exemple de sous-emploi? Bon, imaginons, on est dans un cadre où toi, Bac plus 5, tu es en stage d'assistant de direction. Non, je peux te donner un exemple là où je travaille. Moi, je suis au ministère de l'Urbanisme, à la Direction générale des cadres de vie. Bon, lorsque l'ICG, donc qui s'occupe un peu du nettoiement, donc fait des recrutements, je n'ai rien contre ceux qui font du balayage donc dans les rues parce que on en a besoin pour notre cadre de vie. Mais imagine, tu peux imaginer un gars qui a son bac plus 5, qui a un master 2 et qui prend ce profil-là pour être balayeur dans les rues de Dakar ou quelque chose comme ça. Je pense que ça montre le degré de sous-emploi des jeunes au Sénégal. Je comprends. Mais je comprends, ça me rappelle aussi, j'avais eu une fois quelqu'un que j'ai connu qui était gardien, vigile, et que pendant ces heures où il faisait vigile, il prenait des cours, enfin il faisait ses cours, quoi, il lisait des livres et tout. Et c'est vrai, c'est le climat qu'il y a. Même moi, j'ai un ami intime, peut-être s'il regarde cette vidéo, il va me reconnaître. Il me dit, toutes les nuits, il fait la profession de gardiennage. Toutes les nuits, il fait des kharmat quelque part, donc pour subvenir à ses besoins. Tous les jours, il me dit que Diao, moi j'ai quelqu'un qui me recrute en tant que gardien pratiquement de minuit à 4 h du matin, alors qu'il est diplômé, il a ses compétences, autres que le métier de gardiennage. Donc, pour voir donc... c'est vraiment une question de roulette dans ce pays et c'est dommage. Et justement, quand on dit travail, on dit salaire. Est-ce que toi, Adama, tu ris, mais c'est la vérité, on va entrer dans le vif du sujet. Quand on dit salaire, est-ce que tu peux vivre aujourd'hui avec ton salaire? Bon, vivre avec ton salaire, c'est un peu difficile parce que, bon, au Sénégal, donc on connaît de tout le temps des mouvements d'humeur, surtout dans la fonction publique, parce que récemment, vous avez eu à connaître le mouvement d'humeur donc des enseignants qui réclament beaucoup plus de traitement. Il y a également la santé, les gens qui travaillent dans la santé, qui demandent beaucoup plus de rémunération. Peut-être nous qui sommes dans d'autres secteurs, bon, on n'a pas eu peut-être l'audace ou bien cette audace donc d'aller dans la presse pour réclamer un meilleur traitement. Mais tout le monde sait que la rémunération dans la fonction publique, donc ça pose problème. C'est vrai qu'on a on a beaucoup de charges à prendre lorsqu'on est jeune. D'abord, notre salaire, c'est pas... Adama, dis-nous, est-ce que tu peux vivre de ton salaire ou pas? Mais notre salaire... Si tu as des réclamations à faire au ministère, c'est le moment. Non, ça veut dire que notre salaire, c'est pas uniquement pour nous. Le salaire, d'abord, c'est pour entretenir la famille, c'est pour entretenir nos parents. Donc, du coup, par rapport à nos besoins, le salaire là, c'est pas un dixième même de nos besoins. Donc, alors, en gros, tu veux dire que le salaire qu'on a, c'est pas un dixième des besoins au Sénégal? Oui, ça je le confirme, parce qu'il y a beaucoup de charges à prendre en compte. Le loyer, bon, l'éducation, les charges, etc. Le transport, la nourriture, la santé, les frais médicaux, tout ça, donc avec ces salaires de misère. Donc, un salaire de misère pour toi, c'est combien? Bon, dans une ville comme Dakar? Bon, quand tu vis à Dakar, déjà, le loyer, pour un petit appartement ou bien pour un studio, tu payes au moins 100 à 150 000. Alors que le salaire de base pour un jeune à Dakar, c'est 50 voire 80 000. Donc comment quelqu'un qui a un salaire de 80 000 peut se payer donc un studio à 150 à 200 000? Bon, alors que les questions de nourriture, le logement, l'habillement, tout ça n'est pas encore au rendez-vous. Donc c'est très difficile donc pour subvenir à nos besoins. Je comprends tout à fait. Et justement, je pense que ça doit être une politique du gouvernement concernant ces histoires de salaire. Et toi, justement, tu es très actif dans la vie politique. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, moi, je milite
dans le parti présidentiel, l'Alliance pour la République. Ouais. Mais moi, je fais du militantisme responsable. Cela veut dire que moi, je ne suis pas là pour à ce que le président dit, je dis oui. Pour ce que le président dit non, je dis non, non, non. Moi, je suis là pour défendre des idées, pour défendre la cause, donc pour défendre véritablement la cause de la jeunesse. Moi, j'ai toujours dit, dans ma politique, il y a deux choses que je ne peux pas tolérer avec le président, c'est-à-dire l'employabilité, l'emploi des jeunes, des jeunes et les préoccupations de ma communauté là où j'habite, où il manque d'infrastructures routières, il manque beaucoup de choses, sanitaires, etc. Donc quand j'ai eu l'occasion de les dénoncer, je les dénonce. Donc si l'État également peut aider les jeunes à trouver du boulot, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures que l'État a mis en place pour aider ces jeunes-là à trouver du boulot, mais ça ne suffit pas. Il y a l'ADER, il y a d'autres structures, mais ça ne peut pas, comment dirais-je, donc réserver le gap de chômeurs qui est là. Oui. Donc c'est très difficile pour les jeunes donc, de trouver du boulot. Je suis d'accord avec toi. Et justement, toi qui es dans la politique, est-ce qu'il y a eu, je pense, est-ce que tu peux nous citer un exemple de résultat concernant la politique qui a eu un effet sur l'employabilité des jeunes ou qu'est-ce qui a été fait? Un exemple. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est-à-dire, le président, lorsqu'il est venu, il a trouvé beaucoup de structures donc, qui s'étaient un peu éparpillées, qui étaient en charge donc, de l'emploi des jeunes. Toutes ces structures ont été rationalisées. Il y a maintenant l'ANPES, il y a également l'ADER donc, qui est là pour s'occuper un peu donc, du financement donc, de l'employabilité des jeunes. Et présentement, il y a ce qu'on appelle le programme Xëyu Ndaw ñi, donc qui recrute Xëyu Ndaw ñi. Il y a le programme. Genre le travail. Le travail des jeunes, donc qui recrute beaucoup de jeunes dans beaucoup de domaines. Le domaine donc du nettoiement, le domaine de reboisement. Il y a beaucoup de domaines d'activité où des jeunes sont recrutés qui leur permettent de travailler et d'avoir un petit salaire, donc qui leur permettent donc de subvenir à leurs besoins. Donc c'est des actions que l'État doit démultiplier, mais également booster le secteur privé, parce que on a toujours dit que l'État, sa vocation, c'est pas de créer de l'emploi, parce que l'État ne peut pas absorber le gap donc des chômeurs. Non, l'État ne peut pas trouver du boulot pour tous les jeunes. Non, mais l'État, mais c'est des instruments politiques. Non, l'État, ce qu'il doit faire, c'est de voir des jeunes comme nous, comme une autre personne, qui ont de l'ambition, qui peut créer leur petite entreprise. L'État les soutienne de mettre en place une structure à la place de l'État. Nous peut recruter, voire une dizaine de jeunes et de les payer. Donc s'il y a une centaine, voire un millier de Ninou comme ça, l'État n'a plus besoin de recruter, parce qu'il y a des jeunes qui s'auto-emploient, qui créent des micro-entreprises, donc qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ça que l'État doit faire, mais pas puiser dans ses ressources et de donner donc du salaire. Donc ça, bon. Ok, bon, ça de toute façon c'est un autre débat, on va en parler plus tard. Justement, tu fais aussi partie d'un syndicat. Le syndicat, il ne crée pas d'emploi. Mais quel est le rôle du syndicat pour les jeunes, en fait? Et tu peux juste nous résumer ça Bon, le rôle du syndicat pour les jeunes, donc je pense que les jeunes doivent s'impliquer dans les syndicats, parce qu'aujourd'hui, le syndicat, c'est un instrument qui forme les jeunes. Parce qu'avant, ce que bon, les gens avaient eu l'idée comme le syndicat, c'est des gens qui sont là en train de revendiquer, mais des questions du dialogue social, des questions de l'employabilité, des questions, donc beaucoup de questions liées à l'emploi, à la formation, au droit du travail, à la responsabilité sociale d'entreprise, à la RSE, donc tout ça, les gens peuvent venir dans les syndicats et l'apprendre. Par exemple, nous, au niveau de notre centrale syndicale, il y a beaucoup de jeunes qu'on forme sur comment trouver un boulot, sur le plaidoyer, sur le lobbying, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver son premier emploi. Si on trouve également son emploi, comment on fait pour le préserver? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui ont leur premier emploi, mais qui ont peine à le préserver. Donc après, au bout de 3 à 6 mois, ils le perdent facilement. Donc, mais avec le syndicat, avec nos programmes sur le leadership, sur l'employabilité, etc., on te forme à préserver son emploi et durablement, comment on fait pour échelonner, donc pour aller vers de l'avant. Le syndicat. En tout cas, Adama, tout ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, c'est beaucoup d'informations, mais man, j'ai une question qui va te tuer carrément, parce qu'on te connaît, tu as fait des stages maintenant. Les gars, vous connaissez Adama, mais il est avec nous depuis tout à l'heure. Stage, il a travaillé,
il est dans les syndicats, il est impliqué dans la vie politique. Le gars, il donne même du sang. Ça fait, il me disait tout à l'heure, il a fait 8 dons de sang, je ne sais même pas. Justement, moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu as apporté comme clarification concernant le syndicat et pour les jeunes. Le syndicat permet à un jeune aussi de garder son emploi, d'avoir plus d'infos. C'est un renfort, c'est très important dans le milieu du travail. Qu'est-ce que toi, en tant que jeune syndicaliste, qu'est-ce que tu espères atteindre comme objectif? Quelle est ta vision, Adama? Oui, c'est ma vision du syndicat. C'est vrai que lorsque j'embrassais le syndicat, bon, c'est avec un oncle qui est décédé, bon, paix à son âme, qui m'a impliqué donc dans son organisation. Et après, lorsqu'il est, bon, il n'est plus de ce monde, moi je suis resté. Présentement, je suis le vice-président du comité national donc, de cette organisation syndicale qui est l'IDTS, que je trouve véritablement donc, une école où on apprend beaucoup de choses, on apprend comment on doit se comporter et tout ça. Donc mes ambitions, c'est demain d'être quelqu'un qui va trouver, qui va répondre aux aspirations des jeunes concernant leur travail, sur le dialogue social, sur la relation qui existe, sur la relation entre l'État et le travail, parce que dans le monde du travail, c'est de tripartite. Il y a l'État, il y a le patronat, il y a également les syndicats. Oui. Bon, l'État est là pour arbitrer. Vous savez que le patronat, donc c'est eux qui gèrent les moyens, donc qui dictent leurs lois. Mais s'il n'y a pas des syndicats forts, des syndicats extrêmement forts, donc il y a tout le temps le travailleur donc, qui sera piétiné, donc qui est là à toujours crier. Mais s'il y a des syndicats forts, s'il y a des personnalités syndicales très fortes derrière pour porter le combat, donc je pense qu'il y aura véritablement un équilibre. Moi, je veux faire partie de ces personnalités syndicales-là qui sont très fortes, au même degré de ces patronats qui ont leur poche, leur sous, mais donc, à côté donc, du capital, parce que le patronat gère le capital, mais le syndicat gère ce qu'on appelle le travail. Ça, c'est purement économique. Donc nous, on a la force, on a le travail, mais eux, ils ont le capital. Donc pour qu'il y ait un équilibre, il ne faut pas qu'il y ait toujours des syndicats faibles, mais il faut qu'il y ait des syndicats forts au même titre que le patronat. Donc tu voudrais, en fait, ta vision, c'est de ramener cette culture de syndicat en tant que bouclier pour les travailleurs. Effectivement, c'est de faire de sorte que le syndicat soit au même pied que le patronat. Donc que le syndicat soit fort, les personnes qui sont dans les syndicats soient au même pied que ceux qui créent les entreprises. Donc c'est ça notre vision du syndicat, c'est de ne pas se rabaisser à chaque fois lorsqu'on vous propose n'importe quoi et tu prends. À chaque fois, le travail également a ses droits qu'il doit réclamer. Il n'est pas question de dire que bon, j'ai ce boulot, mais je n'ai pas des droits. Mais celui qui travaille également participe donc, à la création même donc, des richesses de celui qui lui donne du travail. Donc c'est pourquoi les syndicats doivent être forts, doivent être là, ils doivent jouer leur partition donc, à l'économie du pays. En tout cas, merci beaucoup Adama. Adama Diaw, c'était notre deuxième épisode, deuxième profil aujourd'hui au sein du siège de l'Union démocratique des travailleurs sénégalais à Pikine. Ça m'a fait vraiment plaisir de le recevoir aujourd'hui. Tu es prêt Adama? On fait un petit 1, 2, 3, tradition dans toutes les vidéos. Ñofar Boulot Jeune. Attention, 1, 2, 3, Ñofar Boulot Jeune. Voilà les amis, les followers, c'était le deuxième épisode de la série de portraits dans le cadre de la campagne de l'employabilité des jeunes avec CNV et UDTS. On se donne rendez-vous bientôt. Par contre, vous allez retenir dans cette vidéo que si vous faites partie d'un syndicat, eh bien peut-être que ça vous aidera à rester dans votre job et à connaître vos droits. C'est très important. Est-ce que vous saviez que j'avais essayé de créer un syndicat dans mon ancien boulot? C'est moi. Allez, rendez-vous pour le 3e épisode.